développement professionnel. On s'est dit depuis ce matin que notre monde actuel, dans son tourbillon, est toujours dans un temps court, pressé. Il y a une obligation de réactivité, aussi bien dans les actions que dans les pensées. Il faudrait presque avoir dépoté sa solution avant même d'avoir posé ses valises, son esprit, sa conscience. Alors on s'est dit que c'était important qu'un philosophe comme Roger Paul vienne nous voir pour nous faire naviguer, c'est un mot qu'il emploie souvent, à travers la pensée réflexive. Je ne vais pas faire un cours sur la pensée réflexive, mais dire qu'elle est semée d'ignorance, de doute, de questionnement, et que dans le monde des évidences et des certitudes, peut-être que parfois on s'en remarque un peu trop vite. Alors, qui vous êtes? Je vais... À savoir. Alors, Roger Paul est agrégé de philosophie. Et il m'a dit au téléphone qu'il avait une singularité, celle d'avoir un pied dans l'univers universitaire, les études, l'enseignement, il a enseigné notamment à Sciences Po, dans la recherche au CNRS, à la fois dans les religions, les cultures. J'ai glané au fil de certains articles le bouddhisme et la civilisation indienne. Et par ailleurs, l'autre pied, il l'a dans la réalité de la société d'aujourd'hui, l'actualité. Ça lui vaut d'un certain nombre d'articles, de billets. C'est d'ailleurs ceux qui ont attiré mon attention avec ce projet de la journée. Des billets que vous trouvez aujourd'hui même, jeudi, Le Monde, un article sur la virilité. Le vendredi sur les Échos. Et vous découvrirez le reste. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce qui m'a frappé, c'est que vous êtes quelqu'un que je perçois comme métisse et hybride, et que vous faites accoucher aussi la pensée des autres en parlant. J'essaie. Et l'autre chose qui m'a frappée, je voudrais le dire, et je vous invite aussi à prolonger, je suis tombée sur la leçon inaugurale de Roger Paul, qui date de la semaine dernière, 9 novembre, où le thème était « Tous philosophes, point d'interrogation ». Et il y a deux paroles glanées au fil de l'eau. L'une qui dit « Tous les êtres parlants peuvent s'interroger sur ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Mais qui le fait ?» Quelques-uns. Tous peuvent le faire, quelques-uns le font. Et la deuxième parole qui m'a aussi touchée par rapport au co-développement et ce qu'on se dit souvent, c'est exercer comme philosophe, c'est creuser des lacunes et expérimenter des fragilités. Alors là, voilà. Alors, je vais vous passer la parole. Je voudrais dire quand même un dernier mot. Le dernier livre de Roger Paul, c'est « Si Platon revenait ». Et il fait déménager Platon dans le monde actuel, les smartphones, le McDo, Thomas Pesquet et la station spatiale. Et bien évidemment, chaque fois, le philosophe arrive avec les réflexions, les écrits, et quand il ne sait pas ce que Platon aurait fait, il le dit, en toute ignorance et simplicité. Ça m'a énormément touchée. Et une façon de vous passer la parole, c'est de vous dire, si Platon revenait, est-ce qu'il faudrait du co-développement ? Merci Elisabeth. Je crois qu'effectivement, Socrate, plutôt que Platon encore, s'il revenait, aurait en tout cas bien des points communs entre sa manière d'interroger, de déstabiliser ses interlocuteurs, de chercher quelque chose de vrai, de sortir finalement des convictions et des idées toutes faites, et puis ce qui est votre pratique, celle du co-développement. Alors c'est ce que je vais tenter de mettre en lumière pour commencer et en enchaînant ensuite sur quelques points. Mais avant, je veux dire tout simplement merci. Merci à Elisabeth Hatchwell pour vos mots de présentation. Merci à... Que j'éloigne le micro, c'est trop fort sans ça? Ou alors je parle plus doucement, donc sans le micro là. Ou alors je vais le poser et m'asseoir, ce qui sera plus confortable pour vous et en un sens pour vous.
est-ce que comme ça va? Vous me dites? Bon. Vous réglez tout, hein, vous réglez le micro, vous réglez ce que je dis, ce que je répète, ce que je réexplique, enfin comme vous. Bon. Et je veux dire merci aussi à Jean Beaujouan, que je connais, pas tout à fait depuis l'Antiquité grecque, mais en tout cas depuis fort longtemps, et dont j'apprécie depuis 30 ans déjà. Bon, on était nés à ce... Bon, on s'est connus tout petit. Et puis, merci aussi à Dominique Delaunay, avec qui j'ai échangé pour préparer cette discussion avec vous. Je veux vous dire merci aussi à tous pour votre présence, pour votre attention, et à l'avance pour ce que seront tout à l'heure vos questions, remarques, objections, éventuellement protestations ou compléments. Alors, qu'est-ce qu'un philosophe, finalement, vient faire ici? Elisabeth Hatchwell vous l'a rappelé, il y a un fond philosophique dans le travail même d'Adrien Payette, qui est le fondateur de ce que vous faites. Mais je crois que, en ce qui me concerne, évidemment, je ne suis pas du tout, comme vous l'êtes vous, un praticien du co-développement. Alors j'ai lu quelques ouvrages, j'ai lu notamment celui d'Adrien Payette et Claude Champagne de 97, le groupe de co-développement professionnel, qui est le texte fondateur. J'ai lu aussi le livre d'Anne Hoffner-Le Sur et Dominique Delaunay sur le co-développement professionnel et managérial, où j'ai retrouvé Jean Beaujouan, son dialogue et son travail avec Adrien Payette. Et puis j'ai lu divers textes et documents qui m'ont été adressés par Jean Beaujouan, par Dominique Delaunay. Alors ça a été pour moi une première approche, évidemment une première information, mais je suis tout à fait conscient du fait que ça n'est qu'une vue un peu éloignée, distante, livresque. Il y a une grande différence, vous le savez bien, entre faire une promenade et puis lire le récit de la promenade. La différence, c'est l'expérience. Et vous insistez, bien évidemment, sur la dimension d'expérience du co-développement. Et comme moi, je suis aussi un philosophe de l'expérience, je crois que je ne suis pas trop mal placé pour comprendre la distance qui me sépare de ce que vous vivez et pratiquez. Et pourtant, je crois, de bonne foi, avoir quelques pistes de réflexion à vous apporter. J'espère vous être utile à ma manière. Je ne crois pas à la philosophie décorative, vous savez, simplement comme ça pour le plaisir, mais utile. Alors je ne prétends pas du tout détenir de vérité. Jamais d'ailleurs. Je prétends plutôt essayer de vous suggérer des pistes de réflexion, et dans les 101 expériences de philosophie quotidienne, qui est un livre que j'ai publié en 2001, ce n'est pas une page de publicité, c'est juste pour dire que dans la préface, j'imagine un dialogue où on me demande « Où voulez-vous aller ?» Et je réponds « Où vous irez ?» C'est-à-dire que ce qui m'intéresse n'est pas d'emmener qui que ce soit quelque part, mais plutôt de donner quelques points de déclic, d'impulsion, de déclenchement, permettant ensuite, en fonction de son tempérament, de sa formation, de ses préoccupations propres, à chacun d'aller où il veut, où il peut. Et puis, bien sûr, ce que je vais vous dire, c'est provisoire. Cela dit, ce qui m'a frappé, c'est des proximités qui existent entre la pratique du dialogue philosophique et puis la pratique du co-développement. Et dans tout ça, il va vous appartenir évidemment de prendre ce qui vous paraît utile et de laisser ce qui ne serait non pertinent. Puisque, finalement, dans ma propre pratique, dans mon propre itinéraire, Elisabeth vous l'a rappelé, j'ai finalement, ayant un pied dans l'université, un autre dans les journaux toute ma vie, eu une double pratique de la temporalité. Une du temps long et une autre du temps court. Une d'un rapport finalement à la vérité, je ne dirais pas immuable, ni simplement éternelle, mais en tout cas avec de longues plages d'élaboration et de continuité. Et puis la presse, à tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois les journaux, mais aussi la presse, ça s'appelle pas, ça s'appelle comme ça à cause des presses d'imprimés, bien évidemment, mais aussi il y a une accélération du rythme de pensée, d'écriture, dès lors qu'on est dans les journaux. Et le fait d'être à cheval sur les deux, je crois, m'a donné une petite pratique ou une petite vue de ce qu'est ce rapport entre aller très vite dans
la décision, la réflexion, être soumis à des exigences de rapidité, d'agilité, et puis aussi entretenir une forme de préoccupation sur le long terme. Et c'est ce que vous a rappelé Dominique Delaunay dans le texte de la brochure, il y a aujourd'hui une sorte d'obligation d'agilité, d'obligation de précipitation constante. Et tout y passe. Vous savez, il faut être agile dans l'entreprise, dans les décisions, dans le management, dans les projets, dans les décisions. Je crois que ça ne signifie pas simplement être rapide. Bien sûr, ça veut dire ça veut dire aller vite. Mais ça veut dire aussi être capable d'une réactivité et d'une adaptabilité dans un temps limité. Et dans l'idée d'agilité, il y a l'idée de réagir, s'adapter, inventer et rapidement. L'idée d'être flexible. Et philosophiquement, c'est une question tout à fait intéressante. Parce que, même s'il y a bien des inconvénients dans cette obsession de l'agilité, et ils sont nombreux, il faut voir aussi qu'elle correspond à quelque chose, et même de philosophiquement intéressant, qui est le fait qu'on n'a plus l'idée d'une vérité ou d'une raison qui serait rigide, surplombante et qui dirigerait tout. Le courant philosophique auquel l'agilité pourrait correspondre le mieux, c'est le pragmatisme. C'est un courant philosophique, c'est pas seulement le fait d'avoir les pieds sur terre, comme on le dit dans la vie courante, ou d'être pragmatique. Le pragmatisme, c'est William James, qui l'a fondé au XIXe siècle principalement. Il s'est prolongé avec John Dewey aux États-Unis au XXe siècle. Et c'est surtout l'idée que finalement, la vérité est plutôt quelque chose qui se fabrique. Elle est, comme disent les empiristes en anglais, in the making. Elle est en cours, elle est en train de se faire. C'est un truc qui s'élabore, qui se construit, qui s'échafaude sans jamais se terminer, parce qu'on va recommencer ailleurs et autrement. Et donc, il y a quelque chose comme ça qui est, à mon avis, positivement en jeu dans l'idée d'agilité. Mais en même temps, le risque, évidemment. Et l'inconvénient, c'est quand l'agilité prend toute la place. C'est quand elle se croit seule au monde. C'est quand elle veut régner de façon unilatérale. Alors là, évidemment, agilité rime avec fragilité. Parce que s'il faut s'adapter à tout le temps, très vite, sans discussion, sans recul, sans réflexion, évidemment, on va s'adapter à n'importe quoi. Et à tout. Au nom de quoi et comment va-t-on résister à de l'injustice, de la surexploitation, de l'arbitraire, éventuellement de la trahison ou de l'inhumain, s'il faut agilement s'adapter tout le temps à tout. Le vieux Socrate, je vais le retrouver bientôt, ne vous inquiétez pas, le vieux Socrate, eh bien, il a été confronté exactement, déjà, à ce genre de choses-là. C'est les gens qui s'appelaient les sophistes, qui étaient des professeurs finalement d'éloquence, un peu des gens, peut-être aussi des communicants, ça ressemble assez à ce qu'ils faisaient. Ils apprenaient à parler aux jeunes Athéniens, aux jeunes aristocrates, parce que dans l'assemblée du peuple, dans les tribunaux, la parole à Athènes, c'était un instrument de pouvoir. Et l'important pour les sophistes, eh bien, c'est pas la vérité, c'est la conviction. Ils disent blanc le matin, noir le soir, selon les intérêts du moment, de leurs clients ou de la situation. Eh bien, à cela, véritablement, Socrate va constamment s'opposer en montrant qu'il y a des choses fixes. Il y a évidemment des valeurs qui font de l'éthique, des vérités qui, elles, ne peuvent pas bouger et donc ont, d'une certaine manière, une temporalité qui n'est pas celle de l'instant. Alors je retrouve Socrate et je voudrais développer trois points, trois volets qui ne sont pas forcément rigoureusement égaux, sur Socrate et le co-développement, sur ce que veut dire co, réfléchir ensemble, et à la fin sur émotion et réflexion, mais on va voir à mesure comment ça se relie. Et peut-être cela, à la fin, constituera-t-il, au moins de
façon partielle, une forme de regard philosophique sur le co-développement, de propositions. Il y a une série de points de recours entre les interventions de Socrate et puis ce que vous faites. Me semble-t-il, ce sera à vous de me dire si je me trompe ou non. Premier point, le désir de s'améliorer. Dans un dialogue fort célèbre avec le jeune Alcibiade, Alcibiade qui, d'une certaine manière, en tout cas c'est ce que je raconte dans « Et si Platon revenait », me fait beaucoup penser à Macron. Mais je développerai ce point après, si ça vous amuse. Mais en tout cas, à mon avis, ils se ressemblent fort. Et Socrate dit à Alcibiade, eh bien, tu sais, il s'agit, dans la philosophie, dans ce que nous voulons faire, dans notre désir de penser et de réfléchir, il s'agit de nous rendre meilleurs nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nous rendre meilleurs nous-mêmes. Se rendre meilleur, ça ne veut pas dire là, forcément, se rendre plus performant. C'est pas simplement meilleur en marketing, ou meilleur en chiffre d'affaires, ou meilleur dans une technique quelconque. Ça, c'est l'amélioration de l'expert. Si vous voulez être meilleur en sport, vous vous adressez à un bon entraîneur. Vous n'allez pas voir Socrate, d'une certaine manière. Nous rendre meilleurs, c'est quoi? Alors, est-ce que c'est meilleur moralement? C'est possible, plus généreux, plus attentif aux autres, plus soucieux du bien commun. Et je crois qu'il veut dire encore autre chose, qui est plus curieux peut-être, plus difficile d'une certaine manière à saisir, encore plus à appliquer, c'est meilleur humain. Plus intensément qui nous sommes. C'est ça qui veut dire nous rendre meilleurs. Devenir vraiment, si ça a un sens, vraiment des êtres humains. Et ce devenir meilleur, par la réflexion, il passe aussi toujours par devenir d'abord plus ignorant. Ça paraît paradoxal, mais ça signifie devenir d'abord conscient que nous ne savons pas. C'est toujours ce que Socrate raconte. La seule chose, dit-il, que je sais, c'est que je ne sais rien. Tous les autres croient savoir. Ils se targuent d'avoir des expertises, des connaissances, et du coup, du pouvoir. Et le jeu de Socrate, c'est finalement de casser ces certitudes. De leur montrer qu'ils croient savoir, mais qu'ils ne savent pas, pour ne pas la colère. Il y a, par exemple, pour prendre un exemple très très simple, un général qui s'appelle Lacaisse, un seul mot évidemment, et le général Lacaisse, Socrate lui dit, c'est quoi le courage? Le général, vous savez, on peut imaginer, il a fait des campagnes, il est couturier de cicatrices, etc. Il dit, c'est simple, c'est de ne pas avoir peur. Et Socrate lui dit simplement, c'est un truc bête et comme chou, il lui dit, mais quand on a peur et qu'on y va quand même, est-ce qu'on n'est pas un peu plus courageux que si on n'a pas peur? Et là, il y a une vraie colère, si vous voulez, de ce général qui s'aperçoit que lui, qui croyait bien savoir ce qu'était le courage, eh bien, il ne le sait même pas. Alors, il y a des exemples après plus sophistiqués, plus compliqués, mais c'est toujours le même dispositif, c'est qu'il s'agit toujours finalement de prendre d'abord conscience pour s'améliorer qu'on ne détient pas le savoir que l'on croit détenir. Il y a cette première phase. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Le deuxième point, et il me semble que ça ressemble aussi à votre co-développement, c'est que s'améliorer, ça passe par les autres. Ça passe par le dialogue. Ça ne peut pas si on est tout seul, on est d'une certaine manière toujours assuré de ce qu'on croit. Il faut, pour être déstabilisé, d'abord désagréablement, mais ensuite de manière, je crois, positive et finalement dynamique, eh bien, il faut que quelqu'un vous interpelle. On ne se met pas en question dans la solitude, ou alors en imaginant que quelqu'un vous interpelle. C'est-à-dire qu'on se dédouble, c'est tout à fait faisable. Mais généralement, on croit savoir. On croit savoir et du coup, on ne s'interroge pas. Et le premier geste, me semble-t-il, de Socrate dans cet accompagnement, dans cette manière de s'améliorer à plusieurs, c'est ce que, pour ma part, j'appelle un décollement.
Un décollement, c'est quoi? C'est que, finalement, les convictions que nous avons tous, eh bien, ce sont toujours des adhérences. C'est toujours des choses compactes. On est collé, si j'ose dire, à ces convictions. Et l'intervention de Socrate, ou celle du philosophe, ou celle de la pensée réflexive, pour le coup, eh bien, c'est toujours d'introduire d'abord une forme de distance à l'intérieur de soi-même. Une forme de distance, je dirais que moi, commencer à devenir philosophe, c'est commencer à se décoller de ces adhérences internes pour les interroger. Et c'est ça une définition possible de la pensée réflexive. Vous savez, des idées, tout le monde en a, me semble-t-il, bonnes, pas bonnes. Des capacités à défendre ses idées contre des objections, tout le monde en a aussi. On fait des objections, on vous oppose des arguments, vous savez, quelle que soit votre opinion, votre niveau d'instruction, vous allez grosso modo défendre ce que vous croyez. Mais ce n'est pas de la philosophie. La philosophie, elle commence quand on regarde ses propres idées, quand on les examine, et même quand on les met à l'épreuve. Quand on les met à l'épreuve, c'est-à-dire quand on commence à vouloir les tester, presque les casser. Il y a une histoire que vous connaissez certainement de Socrate, à qui on demande ce qu'il fait, et il répond je fais le même métier que ma mère. Et sa mère était sage-femme. Et tout le monde dit, vous avez parlé tout à l'heure, voilà, faire accoucher l'interlocuteur. C'est vrai, mais c'est qu'une moitié de l'histoire. Ce qu'on oublie, c'est ce que faisaient les sages-femmes grecques, qu'heureusement les nôtres ne font plus, c'était mettre le bébé à l'épreuve. Pas en lui faisant une interro écrite, évidemment, mais mettre le bébé à l'épreuve, parce que c'est des sociétés rudes, des sociétés où il y a une mortalité infantile très grande et précoce, et où, eh bien, il s'agissait de prendre le bébé, de le secouer par les pieds, de le tremper dans l'eau froide, des choses comme ça, et certains, évidemment, ne survivaient pas. Il y avait l'idée de faire un test de robustesse, si vous voulez, un crash test des bébés. C'est évidemment aucune sage-femme digne de ce nom aujourd'hui ne le fait, mais c'était le métier. Et donc quand Socrate nous dit « je fais le même métier que ma mère », il ne veut pas simplement dire « je fais sortir les idées de la tête des autres comme le font les sages-femmes qui font sortir un bébé du ventre d'une femme ». Il dit aussi « je mets ces idées à l'épreuve. Je veux voir si elles tiennent la route, si elles tiennent le coup ou si elles s'évanouissent dès qu'on les secoue un peu. » Et ce cheminement, encore une fois, il ne peut pas se faire tout seul, il se fait à travers le dialogue. Et Platon, le disciple de Socrate, quand Platon dit, ça a l'air d'une formule un peu pompeuse, comme ça, la pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. Laissez tomber l'âme, si le terme vous gêne, prenez l'esprit. Le dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nécessairement, même si on pense tout seul, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, mais vous allez voir, c'est la même idée, si on pense tout seul, dans la solitude, sans parler, sans interlocuteur, eh bien on est au moins deux pour penser. C'est-à-dire on est deux dans sa tête. Le dialogue de l'âme avec elle-même, ça veut dire que si je pense quelque chose, aussitôt je me demande si c'est vrai, donc je passe de l'autre côté, si je puis dire, je cherche des objections, je veux mettre ma propre pensée à l'épreuve, et c'est comme ça, évidemment, qu'on avance. Et dialogue, ça ne veut pas dire qu'on est deux, contrairement à ce que nous croyons toujours. Dia, en grec, ça veut dire à travers. Si c'était deux, on dirait un duologue, par opposition à un monologue. Mono, seul, duo, deux. Non, un dialogue, ça peut se faire à 3, à 4, à 5, à 8. Après, Pierre Dac, après 375, c'est le bordel, quoi. Mais voilà, quelques-uns. Et les dialogues de Platon, c'est pas toujours deux interlocuteurs. Ils sont souvent 3, 4, parfois, dans le banquet, je crois, ils sont 7 ou 8. Peu importe, c'est l'idée qu'on chemine à travers le langage. Dialogue, ça veut dire à travers la parole, à travers le langage.
Le dia, c'est toujours comme diagonale, quelque chose qui traverse. Et donc, qui suppose d'être plusieurs et d'être jamais absolument tout seul. Il faut une mise en route, il faut une mise en marche. Et je pense à une dernière histoire de Platon, que vous connaissez sûrement, qui est l'allégorie de la caverne. Des prisonniers qui sont là depuis toujours, en train de regarder des images sur le fond. Platon ne connaissait pas le cinéma, mais la façon la plus simple que j'ai pu trouver de raconter le mythe de la caverne, en l'adaptant évidemment à notre époque, mais je ne crois pas que ça soit faux, c'est de dire c'est des gens qui sont au cinéma et qui regardent un film depuis toujours sans savoir que c'est un film. Et donc ils prennent ça pour la réalité. Et il va s'agir de les extraire, de les faire se lever, de les faire sortir de la salle et d'aller voir le vrai monde. Là, évidemment, ils auront un choc. Mais vous voyez, c'est l'idée qu'il s'agit finalement toujours de se mettre en marche, c'est-à-dire d'être tiré, parfois violemment, ou gentiment à d'autres moments, mais avec une sorte de contrainte, d'être tiré de cette adhérence où nous sommes dans nos propres pensées. Et troisième point, le mouvement qui s'enclenche, le mouvement de la marche, son rapport avec notre président, ce mouvement-là, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Et j'ai fait, c'était justement avant la fondation par Macron de ce mouvement, j'ai fait un livre qui s'intitulait « Comment marchent les philosophes ». Avec une idée, c'est que cette déstabilisation de la marche physique, vous savez comment marchent les humains, c'est très bizarre. Hein, c'est très très bizarre puisque nous sommes la seule espèce vivante à marcher debout, de manière bipède, et c'est une déstabilisation constante. On l'oublie parce que ça se fait automatiquement quand nous sommes dans la rue ou sur un chemin, n'importe où. Nous enchaînons tellement bien les pas, sauf maladie ou handicap, mais nous les enchaînons sans y penser. Les petits-enfants, ils ont un mal fou à commencer à marcher, parce que ça n'a rien du tout, contrairement à ce qu'on pense d'évident. Ça suppose de se faire un tout petit peu tomber, quand vous avancez la jambe, de rattraper cette chute en avançant l'autre pied, mais si vous vous arrêtez là, vous aurez fait un pas, vous êtes immobile, il faut reproduire la chute. Autrement dit, la marche humaine, c'est une chute continuée et continuellement empêchée, tout le temps entretenue et tout le temps arrêtée. Et c'est comme ça qu'on avance. Et je me suis dit, à la philosophie, c'est pareil. Quand on parle de la marche des idées, de la marche d'un raisonnement, de la marche de la pensée, c'est pas des métaphores. Parce qu'en fait, nous sommes tout le temps en train de déstabiliser une idée, d'essayer de la faire tomber, de la rattraper, de ne pas se contenter de ce rattrapage, et de redéstabiliser, etc. Vous voyez, c'est-à-dire que dans la pensée aussi, pour avancer, nous marchons par déstabilisation, restabilisation constante et permanente. Et il y a toute une série, je ne vais pas entrer là-dedans, mais même de façons de parler sur la marche du raisonnement, sur la méthode. Et méthode, même chez Descartes, c'est une sorte de route. Vous savez, en grec, met odos, ça veut dire avec le chemin. Une méthode, c'est une route, c'est un chemin. Et cela, d'une certaine manière, ne s'arrête jamais, même si on résout, heureusement, certains problèmes. En les résolvant, il y en a d'autres qui naissent, et évidemment, on va ainsi de proche en proche. D'une certaine manière, quand l'espace, si vous voulez, du décollement et de la pensée s'est constitué, je crois qu'il ne se referme pas, heureusement. Il se referme par endroits, par moments, mais dans le fond, la marche continue. Et je terminerai ce point en disant que chez Platon lui-même, qui est l'élève de Socrate, vous savez que Socrate n'a rien écrit. Socrate, il y a trois grands, comment dirais-je, trois grandes figures dans l'humanité
qui n'ont pas écrit une seule ligne, tout en laissant quand même quelques traces importantes, c'est le Bouddha, Jésus et Socrate. Ils ont en commun de n'avoir jamais laissé une seule ligne écrite de leurs mains, et Socrate donc n'écrivant pas, on a des témoignages multiples, on a un témoignage important de Xénophon, mais on a surtout Platon qui a d'une certaine manière voulu mettre en scène Socrate, mais tellement bien qu'au bout d'un moment, il le ventriloque entièrement, et il en fait, si je puis dire, le porte-parole de sa pensée à lui, Platon. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est que Platon, en 50 ans d'écriture, 2000 pages à peu près qui nous restent de ces dialogues, eh bien, il n'a jamais, c'est le seul philosophe de l'histoire à ma connaissance qui fasse ça, il n'a jamais exposé sa propre doctrine. Jamais. Vous n'avez pas un texte de Platon ou un traité disant « ma philosophie, la voilà ». Il fait des dialogues, à 1, à 2, à 3, à 8, des personnages. Et c'est souvent des comédies très drôles, c'est parfois des moments de tragédie, c'est un très bel écrivain. Et donc, il met en scène des discussions avec des gens qui défendent des points de vue différents. Et bien sûr, on peut se douter, les commentateurs n'ont pas arrêté, qu'il y a des moments où, voilà, c'est lui, il pense plutôt comme machin. Il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Il y a toujours d'autres qui pensent autrement. Et ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que dans cet espace des dialogues, eh bien, c'est quelque chose qui est, d'une certaine manière, dans notre langage à nous, un espace interactif. Vous voyez ? C'est interactif parce que vous pouvez choisir d'être à telle ou telle place. Vous pouvez entrer dans ce dispositif. C'est un machin c'est un mécanisme, effectivement, qui d'une certaine manière, enclenche des questions, des pensées. Et il y a deux absents dans tous les dialogues de Platon. Il y a Platon lui-même, dont on ne sait pas ce qu'il dit, ou dirait, ou pense. Et puis, il y a le lecteur. Et le lecteur, ou la lectrice, qui, finalement, quelle que soit son époque, et sa position, va pouvoir poursuivre dans sa propre tête le chemin autour des questions évoquées. Donc ça se fait ensemble, toute cette histoire. Ça se fait ensemble, à plusieurs, de manière interactive. Ce qui me conduit à mon second point. Peut-être qu'il me reste un quart d'heure, c'est ça. Voilà, deux points suivants vont être un peu plus courts. Mon deuxième point, c'est justement ensemble. Ensemble, qu'est-ce que veut dire le co? Et qu'est-ce qu'on peut dire philosophiquement du co qui existe dans co-développement? Le collectif. Le co, vous savez, c'est bien du cum latin. Vous avez une version grecque qui serait tous les mots avec sun. Sun en grec, ça veut dire avec, comme cum en latin. Et vous avez sympathie, synergie, synchrone, etc., qui sont tous les mots où il y a avec. Mais une chose à vous suggérer, la distinction qui, moi, me paraît forte, bien qu'on puisse la discuter, celle qui sépare collaborer de coopérer. C'est deux co très différents, collaborer et coopérer. Alors, au premier abord, on ne voit pas trop, hein, parce que souvent, on emploie un mot pour l'autre. On collabore, on coopère. Voilà, ça veut dire à chaque fois qu'on travaille ensemble. Bon, ça, je suis au courant. Mais quand on dit qu'on collabore, je crois qu'on veut dire que l'on fait tous une partie d'un travail déjà défini. Je prendrai deux exemples. Construction d'un immeuble ou morceau joué par un orchestre. Dans les deux cas, vous voyez bien que le plan de l'architecte, il existe déjà. Et on va inviter à collaborer à la construction de l'immeuble, des corps de métier complètement différents, des électriciens, des plâtriers, etc. Bon. Bref, chacun va respecter ses consignes techniques avec son identité propre, mais dans un cadre prédéfini. Idem, dans un orchestre, vous avez la partition des hautbois et celle des violoncelles qui ne sont pas identiques.
Et chacun va arriver pour exécuter, évidemment, une œuvre qui, dans la partition de l'orchestre, existe, elle aussi, déjà. Mais quand il s'agit de coopérer, et opus, finalement, c'est un travail, c'est une œuvre, je crois qu'il s'agit d'inventer l'œuvre ensemble. Il n'y a pas forcément le plan déjà défini. On va composer collectivement la musique, si j'ose dire. Je ne vous conseille pas pour un immeuble. Hein. Mais vous voyez bien, il s'agit de créer à plusieurs. Voilà, c'est ça la coopération. Il s'agit de créer à plusieurs, et la différence, je pense qu'elle vous est claire, c'est que quand on construit ensemble et que ce n'est pas préécrit, on pourrait dire que la coopération, elle est active. Alors que la collaboration, elle a quelque chose de passif. On vient faire son job dans une partie déjà définie. La collaboration, elle a aussi quelque chose de statique. Elle a été déterminée du dehors, même si on peut faire une belle interprétation de l'œuvre, même si on peut construire un immeuble très soigné. Alors que la coopération, elle est dynamique et elle est construite de manière permanente. Et puis il y a surtout une grande différence, c'est le rapport de la manière dont chacun dans ces deux cas engage son identité. C'est pas du tout la même chose quand on collabore, on vient faire sa partie, on peut avoir des relations plus ou moins bonnes avec les autres musiciens ou les autres corps de métier ou les autres gens qui collaborent au même projet. Mais on ne se met qu'assez peu en jeu. Alors que dans une vraie coopération, il va falloir être capable de changer, il va falloir accepter d'évoluer. Chacun risque de n'être plus tout à fait le même au terme d'une création collective véritable. Et il va falloir remettre en cause, évidemment il y a un rapport avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il va falloir remettre en cause les certitudes apparentes. Il va peut-être falloir se défaire pour coopérer de vieilles habitudes, et on ne sera plus exactement le même à la fin qu'on l'était au début. J'ajouterais sur